fréquence est majeure. La presse camerounaise a son club. Zapresse, le forum radiophonique du choc des idées. Zapresse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Non. Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec Zapresse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Zapresse sur RTS. Il est donc 10h à Yaoundé, il sonne sur les ondes de la 90.5, un générique qui sonne comme un appel à l'unisson, c'est bien Zapresse, bienvenue à tous. Problème anglophone encore, une nouvelle commission, après celle donc interministérielle, chargée de dialogue. Paul Biya a créé une nouvelle commission cette semaine. Elle est chargée de promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme. Selon ce décret du chef de l'État, cette commission placée sous son autorité va maintenir la paix, consolider l'unité nationale et renforcer le vivre ensemble camerounais. Si certains Camerounais justement saluent l'avènement de cette commission, de nombreuses questions se posent, notamment sur son fonctionnement et surtout sur les circonstances de son avènement. Des interrogations que nous prolongerons cette semaine, ce dimanche donc, dans le cœur de cible ce dimanche. Ce sera avec Christian Missoup, il est historien-chercheur à l'université de Yaoundé 1, Frégis Tchouta, responsable centre sud et est de la Nouvelle Expression, Armand Okol, journaliste freelance, Ekodo Rolandin, politologue, chercheur à la fondation Paul Angoela, et puis Armand Gekap, c'est un médecin de la diaspora camerounaise en France. Il nous fait l'honneur d'être aujourd'hui dans Zapresse. Zapresse. Armand Gekap, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Armand, bonjour à tous les auditeurs. Et puis, je tiens à dire que je suis un fidèle auditeur de Zapresse, que je suis attentivement. Toujours parfois en différé. Exactement, j'écoute en différé parce que malheureusement je vis en Europe et j'ai pas toujours l'occasion d'écouter en direct. Oui, justement, vous êtes médecin urgentiste. C'est ça, tout à fait. Vous exercez à Paris. Tout à fait. Et vous êtes au Cameroun pour l'organisation d'un festival et d'un symposium de la diaspora, un symposium de la diaspora médicale camerounaise en France. Tout à fait, vous avez tout à fait dit. En fait, l'association, les médecins camerounais, les médecins de la diaspora camerounaise ont décidé d'organiser leur premier symposium pour apporter un peu une certaine contribution dans la réflexion sur les enjeux de santé qui concernent un peu le Cameroun. Parce que pendant longtemps, tout à fait, le symposium va se dérouler le samedi 8 avril à Paris, à l'ambassade, au sein même de l'ambassade du Cameroun à Paris, où nous avons eu le soutien institutionnel. Et nous allons réfléchir sur un certain nombre de thèmes, comme par exemple la démographie médicale, le système de soins au Cameroun, la gestion des catastrophes sanitaires, parce que ces médecins ont été un peu bouleversés en voyant un peu les images suite à la catastrophe ferroviaire. Les écarts, on était un peu mal à l'aise de constater que nos frères étaient dans le désarroi et nous avons de la compétence et on ne savait pas comment pouvoir mettre cette compétence au service de nos frères. C'est pour ça que ce symposium va certainement déboucher sur la création d'une réserve sanitaire opérationnelle qui pourra être dépêchée rapidement au Cameroun pour pouvoir soutenir. Mais on ne pouvait pas le faire comme ça, on le fait à travers une réflexion, un symposium médical, avec le soutien, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ambassadeur du Cameroun à Paris, aussi le soutien de la représentation de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Et par rapport au festival également? Je suis au Cameroun, je suis au Cameroun parce que j'ai été invité à un festival de cinéma éducatif et culturel qui s'appelle CFA Command, qui aura lieu à Tchang, donc du 2 au 4, et c'est pour ça que je suis là. Étant un bon fidèle auditeur, après, je suis vraiment très heureux, très très heureux de m'être dans ce beau studio rénové. Voilà. Allez, merci de venir. C'est aussi ça, on donne parfois la parole à nos auditeurs fidèles. En tout cas, on va avoir pour la première fois après la vision, du moins, ce que la diaspora camerounaise en France pense du problème anglophone tout à l'heure dans le deuxième débat, et on ouvre du coup le tout premier débat, le tout premier thème en débat aujourd'hui, Lions indomptables, la victoire au bout de l'effort.
Amangekam, quel est d'abord, ou du moins, qu'est-ce qui a été le secret de cette équipe? On ne l'attendait pas, elle était programmée pour échouer, pour reprendre le titre de Jean-Bruno Tagnin, programmée pour échouer. Mais finalement, on se retrouve avec une qualification pour les demi-finales dans une compétition où on était censé ne même pas traverser le premier tour. Ben oui, c'est vrai que moi je suis arrivé au Cameroun il y a 2 jours, donc vendredi. J'ai suivi un tout petit peu les matchs de Lyon étant encore à Paris. Et quand j'arrive au Cameroun, je me rends compte que les Camerounais ont une désaffection quasiment générale pour cette équipe-là. De ce qu'on vient faire. En France, on a encore un espoir. On garde encore un espoir par rapport à cette équipe. Mais quand j'arrive, je trouve que l'ambiance générale est dans une désaffection où on ne croit plus du tout à cette équipe. Même par rapport à sa qualification pour les quarts de finale, on n'y croit pas du tout. Et quand je regarde le match d'hier, je me rends compte que les Lions ont quand même élevé leur niveau de jeu par rapport à ce qui se passait initialement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle était face à une équipe qui était très très forte par rapport à elle sur le papier, et c'est d'ailleurs la première équipe dans le classement FIFA. Mais les Lions ont surtout gagné par le mental. Le mental reste la force des Lions, et ils ont gagné par... C'est le secret, c'est le mental. C'est vrai qu'on a trouvé une équipe qui n'était pas au point physiquement. On a vu certains joueurs quand même qui étaient limités très très physiquement, mais ils ont tenu le coup, et avec la grâce qui a entouré un peu le gardien de but, les Lions méritent leur qualification. Ils méritent cette qualification en demi-finale. Et je crois maintenant que ces Lions, la victoire est très très belle. Et ces Lions qui n'ont plus gagné depuis, je crois, 7 ans, depuis 2010, ils n'avaient plus gagné, ils ne s'étaient plus qualifiés. Ils n'avaient plus... Depuis 9 ans. C'est ça, tout à fait. Donc je crois que ces Lions ont besoin maintenant de ce soutien populaire pour pouvoir aller plus loin et peut-être remporter le trophée, parce que vous savez, la pression n'est pas sur... La pression n'est pas sur les Lions. Les Lions souvent jouent avec la pression. Ils ont toujours abordé des compétitions étant favoris de la compétition. Cette fois-ci, tous les analystes sportifs ne leur donnaient même pas qualifiés pour le travail. Enfin, ils ne pensaient même pas qu'ils allaient passer le premier tour. Ils ont quand même éliminé le pays organisateur. C'est déjà quelque chose qui n'est pas négligeable dans une compétition où le vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations a été également éliminé. Moi, je crois qu'il y a un boulevard pour les Lions. Il faut un soutien populaire. Et puis, pourquoi pas si les Grecs peuvent aider dans ce soutien populaire là pour réagir par rapport à mon ami. Écho de Roland. Écho de Roland. Et moi, je pense que en demi-finale, les Lions peuvent encore surprendre. Ils peuvent encore surprendre. Mais je crois qu'il faut qu'on les soutienne. Et c'est vrai que cette victoire, même le fait qu'ils remportent le trophée, ne va pas résoudre le problème du football camerounais. Ça va être une victoire belle pour nous donner un du moral, mais il faut vraiment qu'il y ait les assises du football camerounais pour essayer de retravailler un tout petit peu, pour essayer de retravailler ce football. Si on veut affronter 2019 dans de très très bonnes conditions. Pour prendre le deuxième sujet en débat aujourd'hui, le thème c'est donc problème anglophone, encore une commission. Je l'ouvre avec vous, docteur Amangekam. Qu'est-ce que la diaspora camerounaise pense du problème anglophone, la diaspora camerounaise en France? Mais la diaspora camerounaise pense que le bilinguisme au Cameroun est un atout majeur. Parce que quand on est au Cameroun et qu'on n'utilise que le français, on se rend compte très très rapidement, lorsqu'on s'expatrie, que avoir eu la chance de pouvoir parler également l'anglais et ne l'avoir pas mis un peu dans ses atouts, nous fait perdre énormément de chances lorsqu'on s'expatrie de l'autre côté. Donc, ce bilinguisme-là, c'est vraiment un atout majeur pour le Cameroun, et c'est d'ailleurs quelque chose qui devrait contribuer au développement du Cameroun. Malheureusement, la diaspora, et vous savez, je ne suis pas porte-parole de la diaspora, mais moi j'ai une vision de cette diaspora parce que j'y suis depuis, j'ai quitté le Cameroun en 1985, ça fait 30 ans un peu plus de 30 ans que je suis en Europe, et malheureusement, on se rend compte qu'on n'exploite pas ces atouts-là. On privilégie le français et on laisse de côté l'anglais. Pourtant, si vous avez suivi le débat au niveau des primaires de gauche en France, les 2 candidats se sont exercés à parler l'anglais pendant le débat. Vous comprenez très bien qu'on a un atout majeur que nous négligeons. Et moi, je crois que le décret prôné récemment, je crois que c'est le 23 janvier, par le chef de l'État, est un bon décret, mais est-ce qu'il fallait un décret pour nous dire des choses qui me paraissent pour moi évidentes? Voilà. Et moi, je pense que ce décret-là aurait même dû aller plus loin.
et prôner plutôt le trilinguisme. Pourquoi le trilinguisme? Je vais m'expliquer un tout petit peu. En tout cas, quand il dit multiculturalisme, forcément, c'est peut-être pour ça également. Le multiculturalisme, dans le décret, c'est parler la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, d'après ce que j'ai compris. Donc, il y a bien ces deux aspects. Moi, je parle, il faudrait même développer le trilinguisme. Qu'est-ce que j'entends par trilinguisme? Moi, je considère que le français et l'anglais sont des langues coloniales. Et c'est des langues qui ne valorisent pas nos cultures. Et moi, je pense que c'est vrai, ce décret-là fait un pied de nez aux tribalistes, et ça, c'est là où je suis vraiment très content que, au moins, ce décret fait comprendre que le Cameroun ne soit jamais un pays tribaliste. Je viens d'un pays où on connaît des problèmes de racisme, où j'ai déjà personnellement connu des problèmes de racisme, dont je sais un peu tout peu de quoi je parle, parce que le tribalisme et le racisme, ça va un tout petit peu de pair. Donc le décret fait un pied de nez au tribalisme. Mais pour la promotion des cultures, moi, je crois que le décret devrait aller plus loin et promouvoir le trilinguisme. C'est-à-dire que avoir une réforme de notre système qui permet de valoriser une langue dans la région. Je m'exprime. Je suis à Yaoundé. Il faudrait que dans les écoles primaires par Yaoundé, qu'on puisse apprendre la langue que les populations de Yaoundé utilisent, leur langue maternelle que les populations de Yaoundé utilisent. C'est que celui qui vient de l'extérieur et qui vient s'installer à Yaoundé, qui puisse connaître cette culture-là et qui puisse connaître cela et même parler cette langue-là. Et ça, c'est des choses qui vont nous valoriser. Moi, je suis Bamileke, mais j'ai fait toutes mes études à l'Est, à Berthois. Toutes mes études à l'Est, à Berthois. Et ce que je regrette toujours, après 30 ans vécu en Europe, c'est que je n'ai pas su parler la langue de Berthois, qui est le Baya. Le Baya, et ça, je l'aurais appris si on me l'avait appris à l'école. Si on m'avait appris à parler le Baya à l'école, je l'aurais appris. Et quand je serais allé en Europe, non seulement j'aurais bien véhiculé la culture d'origine qui est ma culture bamileke, mais j'aurais aussi véhiculé cette culture d'adoption qui a fait de moi ce que je suis. Mais seulement il y a une difficulté à ce genre de... Quelle est cette difficulté? Par exemple, il y a des parents qui sont affectés, ils font 2 ans dans telle ville, ils vont dans telle autre ville, et l'enfant qui avait appris une langue depuis la 6e, et peut-être il est en 3e, et qu'il se déplace pour aller dans un autre, mais c'est un atout. Il aura appris le Baya, il aura appris le Hondo, il aura appris le Boulot, il aura appris... Et c'est ça la diversité culturelle, justement. Il y a quand même des niveaux par classe également. Oui, c'est vrai qu'il y a certes des niveaux par classe, mais on peut le mettre de façon optionnelle. C'est pas peut-être quelque chose de mettre de façon obligatoire. Mais moi, je crois que c'est quelque chose qu'on peut mettre de façon optionnelle. Vous apprenez l'allemand à l'école. Au secondaire, vous avez appris l'allemand, vous avez appris l'espagnol. On vous a dit, ben, vous choisissez, vous voulez faire l'espagnol, vous voulez faire... On peut introduire ça dans des écoles de façon optionnelle. Et on choisit en fonction de ses volontés. Justement, on évoquait déjà le cadre institutionnel et légal qui prévoit des mécanismes justement de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Alors une commission, comment peut-elle, est-ce qu'elle peut transformer la donne qui n'a pas pu être faite depuis près de 6 décennies aujourd'hui à Manguékam? Oui, ça me paraît difficile pour une commission de pouvoir transformer totalement la donne. C'est pour ça, moi, j'aurais souhaité vraiment que ce décret aille plus loin. Cette commission peut transformer la donne si elle met un tout petit peu en musique ce trilinguisme dont je parlais. C'est très important. Je crois qu'il ne faut pas qu'on réponde uniquement à ce décret par le règlement du problème anglophone. Moi, je crois que cette commission qui parle du bilinguisme n'est pas seulement là pour statuer sur le problème anglophone. Il essaie de voir de fond en comble les revendications qui sont faites dans le pays où certaines parties de la population sont parfois marginalisées, voient leur culture abandonnée ou se sentent frustrées. On a parlé du cas où quelqu'un, on l'appelle Bamenda, c'est devenu péjoratif alors que ça devait être valorisant. Bouddha, c'est devenu péjoratif parfois, alors que ça devait être valorisant, parce que c'est des mots que j'ai entendus tout à l'heure, et que j'entends souvent dans la société, où c'est des mots. Cette commission devait peut-être bannir l'utilisation de ces mots-là dans la société. Vous savez, moi, je redonne encore le regard de la diaspora. J'ai dit que moi j'exerce en Europe depuis à peu près une 30aine d'années, et j'ai souvent été victime du tribalisme, pas du tribalisme, du racisme. Du racisme, et finalement il y a donc des mécanismes qui ont été mis en place pour lutter dans la société contre contre le racisme. Par exemple, ça existe en France, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se lever et me traiter par exemple de bougnoul, de sale noir. C'est des mots qui tombent sous le coup de la loi.
parce que c'est des mots qui ont un caractère péjoratif. C'est des mots qui déshumanisent l'être humain. Et c'est des mots qui chosifient l'être humain. Et ça, c'est reconnu par la justice, c'est reconnu par la loi. Si j'entends ces propos-là d'une personne et que je peux le confirmer devant la justice, je porte plainte et j'ai raison. Moi, je crois que cette commission devrait aussi aller dans ce sens-là pour essayer de bannir le tribalisme dans la société camerounaise, faire la promotion multiculturelle, mais bannir aussi ce tribalisme-là qui parfois a tendance à s'ancrer un tout petit peu dans la société camerounaise. Et moi, je crois aussi que cette commission-là devrait déjà se prendre en exemple. Quand on regarde parfois au sommet de l'État, il y en a très peu qui parlent les deux langues. Exactement. Qui parlent le français et l'anglais. Au sommet de l'État. Donc, il faut aussi que ceux-là se prennent en exemple et donnent cet exemple avec des discours qui sont aussi faits en anglais, donc pas uniquement en français. 31 décembre ou 11 janvier, à voir le chef de l'État qui parle par exemple uniquement en anglais. Vous serez un exemple, ce serait un exemple concret de cette promotion du bilinguisme, du trilinguisme, moi je le dis, et je reviens là-dessus, pour le bien-être de tous. Parce que, imaginez-vous l'anglophone qui ne comprend pas moi en français et qui écoute le discours du chef de l'État uniquement en français. Il est un peu gêné, parce qu'il ne comprend rien du tout. Bon, il se sent frustré. Ça, c'est l'expression. Donc je crois que au sommet de l'État, on devrait aussi donner l'exemple en essayant de promouvoir dans les actes, dans les cérémonies, ce bilinguisme ou ce trilinguisme-là. On va justement parler du rôle de cette commission-là. C'est un organe consultatif. On peut du coup craindre que les propositions qui sont faites ne soient pas prises en compte par le chef de l'État à Mangekam. Ben, c'est le grand risque. Et ce sera une nouvelle commission pour rien. Une nouvelle commission qui n'aura servi à rien, qui aura été certes budgétivore et qui n'aura servi à rien. Moi, je crois que cette commission devrait faire des propositions. Ces propositions devraient être rendues publiques. Et puis, on devait pouvoir légiférer sur des propositions qui sont tout à fait intéressantes. Si j'étais dans cette commission, je pense qu'il y a aussi un aspect qu'il faut valoriser dans ce pays. On a dans ce pays beaucoup de festivals, par exemple. Et c'est des festivals culturels. Et malheureusement, souvent, ces festivals s'organisent sans un soutien. Sans un soutien pour pouvoir leur permettre, par exemple, de valoriser un peu la multiculturalité du Cameroun. Et moi, je crois que cette commission devait aussi faire des propositions dans ce sens-là, à savoir dans la promotion de ce multiculturalisme-là, il faut soutenir des initiatives. Il faut la réforme du système éducatif au Cameroun. On en a parlé. Il paraît que c'est des propositions qui ont déjà été faites, mais sur le plan pratique, je ne le vois pas. Je ne connais pas d'école où on enseigne des langues locales. Je n'en connais pas. Je viens de la diaspora, peut-être que je suis un truc dans ce cas-là, il faudrait qu'on me le dise. Dans les lycées et collèges, ça se passe déjà, voilà. Dans tous les lycées d'ailleurs. Voilà, il faut, mais ce qui est important, pour que les gens ne revendiquent pas pourquoi est-ce qu'on enseigne plutôt telle langue ou telle autre. Je crois qu'il faudrait qu'on essaie un peu de localiser. C'est-à-dire que si on est dans une région, par exemple, c'est la langue locale de la région qu'on va enseigner dans ces établissements-là. C'est quelque chose de très important parce que si on est à l'Est et qu'on vient vous enseigner, c'est pas moi, le Wondo, vous allez dire, mais attends, moi je suis à l'Est, je veux apprendre le Baya et non les Wondo. Je prends cet exemple. Je prends d'ailleurs cet exemple parce que c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu, puisque je le disais tout à l'heure que j'ai vécu à l'Est, et j'ai toujours eu ce regret de n'avoir pas appris cette langue-là. J'aurais pu l'apprendre dans la société de façon globale, mais ça ne s'apprend pas aussi facilement dans la société globale lorsqu'il y a une impulsion au niveau de l'école. Vous savez, quand il y a une impulsion au niveau de l'école, c'est un booster, c'est un starter qui vous permet vraiment de pouvoir après l'utiliser après, lorsqu'on est avec des camarades, parce que quand on est avec des camarades, qu'est-ce qu'on parle? On parle français. On va parler français. Après, on parlait un tout petit peu le Mongo et Wondo. Je ne sais pas si ça existe toujours ou s'il n'a pas disparu. C'est un mélange de dialecte local avec des Wondo et puis avec quelques mots en français que nous, les jeunes, nous avions créé à l'époque. Et voilà. Donc, c'est quelque chose. Mais, je reviens encore. Il faut aussi que au niveau de la culture, au niveau du ministère de la Culture, qu'on essaye d'avoir cette politique, dans cette politique-là, qui existe déjà, mais qui est encore timide. Moi, je suis au terrain, je ne le sens pas. Et je souhaite vraiment que cette commission-là puisse booster et qu'on puisse créer des crédits, par exemple, pour pouvoir... Parce que c'est facile de dire sur le papier, mais il faut aussi se donner les moyens et développer, enfin, prévoir des crédits pour pouvoir développer ce multiculturalisme-là à travers des festivals qui vont permettre, effectivement, de toucher une plus grande large frange de la population. Très bien.
La suite, maintenant, on va parler du fonctionnement de la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Je rouvre cette partie avec vous, Armand Guekam. Sur le plan du fonctionnement, justement, on va simplement attendre son entrée en action l'année prochaine, on peut dire, puisque l'article 21 signale que les ressources nécessaires à son fonctionnement sont inscrites au budget de l'État. Oui, je crois qu'au niveau du fonctionnement, il faut... je crois qu'il y a 15 membres, hein, c'est une commission qui est composée de 15 membres. C'est très important qu'il puisse avoir également des membres de la société civile. C'est très, très important. Des personnes qui ont une certaine neutralité et dont la légitimité est quand même reconnue. Hein, c'est très important parce que si une commission fonctionne et que dans sa composition elle est déjà déséquilibrée par rapport à l'analyse du problème anglophone, parce que c'est vrai que cette commission a été créée, enfin le décret est sorti suite à un certain nombre de soucis avec la région anglophone. Et si dans la composition de cette commission-là, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre dans sa formation, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre et qu'il y ait surtout des personnes ressources, y compris des personnes de la société civile et des personnes qui ont une certaine neutralité et dont la probité morale est pleinement reconnue. Alors, à manque de cap, qu'est-ce qui peut aussi, en fait, quel peut aussi être l'apport des organisations culturelles locales dans cette commission? Ben oui, les organisations culturelles locales vont apporter leur vision. On devrait peut-être avoir leurs représentants dans... Oui, tout à fait. Elles vont apporter leur vision, mais bon, on va pas, on parlait de 250 ethnies, on va pas pouvoir mettre toutes les ethnies, mais on va mettre des blocs ethniques quand même qui seront représentés dans cette commission. Moi, je crois que je parlais tout à l'heure de l'équilibre de la composition de la commission. Cette représentation aussi est importante. Participe de cette tout à fait. On a 10 régions au Cameroun. Il faudrait qu'on veille à ce que dans cette commission-là, au moins les 10 régions soient représentées. Monsieur Ngekam, dans la région du centre, si vous prenez les Hondo, le Mbama n'est pas Hondo. Très bien. Vous comprenez? Ça pose ce type de problème. Tout à fait. Hein? Ça veut dire que dans une nation multiculturelle, ou dans une nation culturellement plurale, si vous prenez le Mbamois, le Bassa va te dire que je suis du centre, mais je ne suis pas Mbamois. Très bien. Si vous prenez le Bandjounais, il va vous dire que je n'entends même pas ce que le gars de Batoufam dit. Moi, j'ai très bien compris. C'est pour ça, pour contourner ça, il faut des personnes ressources de la société civile et puis des personnes qui ont une probité morale qui peuvent représenter plusieurs groupes. Hein. Il y a des personnes qui peuvent représenter plusieurs groupes. Vous comprenez? Même État issu. Non, pas. Mais il y a aussi l'aspect rétribution des rangs. Parce que quand vous accréditez un activiste ou un entrepreneur ethnique à la tête d'une institution, c'est parce que vous attendez qu'il partage avec le clan. C'est ça les théories du village électoral. C'est ça dans la difficulté. C'est ça le piège dans des nations, des États multinationaux, quoi. Alors, sur la question de l'apport des regroupements culturels Mbama, Ngwon, tout ça. Oui, non, mais moi je crois que ces regroupements culturels souvent organisent des événements dans lesquels ils font la promotion de ces cultures-là. Et moi je crois que dans cette commission-là, il faut tenir compte, il faudrait absolument tenir compte aussi de ces représentations-là. Hein? Et tout à l'heure, je disais qu'il fallait soutenir. Moi, je suis invité ici pour représenter la diaspora dans un festival éducatif et culture et cinéma. Pourquoi? Parce que dans la diaspora, par exemple, on a beaucoup de personnes qui sont parties dans la diaspora et qui n'ont plus fait de retour aux sources. Et toutes ces personnes-là souhaitent faire un retour aux sources, mais ne savent même pas comment faire un retour aux sources. Et moi, je suis ici pour un peu faire à ce que dans les festivals, par exemple, on puisse permettre à ces personnes qui ne connaissent plus le Cameroun, alors que ces personnes sont camerounaises, de redécouvrir la culture de ce Cameroun-là à travers ces festivals-là. Et ça permettrait aussi un peu de lutter contre des préjugés tribaux qui existent souvent et sur lesquels on a été forgé pendant de longues années. Et déjà que ce genre de personnes qui parfois aussi sont au Cameroun mais ne connaissent pas le Cameroun culturellement. Ils ne connaissent pas le Cameroun culturellement. Et c'est pour ça le vrai défi. Voilà, toi, ils ne connaissent pas. Et malheureusement, qu'est-ce que je constate? Parce que moi, je suis un peu un promoteur d'un genre de ce festival, notamment le festival Coman de Tchang qui se tient du 2 au 4 février prochain, qui m'a d'ailleurs invité ici, du moins au Cameroun. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que souvent,
il n'y a pas de personnes qui soutiennent ce genre d'initiative. Pourtant, c'est des initiatives comme ça qui permettent le brassage culturel, qui permettent la diversité culturelle, qui permettent la promotion du multiculturalisme. Je disais, le décret, il est bon, mais il devait aller plus loin que ça, mais il faut aussi qu'il s'applique. En haut, on dit que l'exemple vient d'en haut, et moi je souhaite que le haut nous montre cet exemple-là, et ce serait vraiment un coup de pouce donné de façon efficace pour qu'on lutte contre, d'une part, le tribalisme dans ce pays, pour le bien-être de tous, pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale, pour la paix. Il faut lutter contre ces germes-là qui détruisent un peu notre société. Maintenant, donc, il y a ce problème, peut-être on va sortir par là, 15 membres. Comment vont-ils faire pour se déployer sur le terrain? Moi, j'apporte un regard de la diaspora. Et moi, je pense que quand on parle des problèmes du Cameroun, il faut qu'on sache qu'il y a des Camerounais qui sont au Cameroun, mais il y a des Camerounais qui sont aussi ailleurs. Et qui aiment beaucoup ce pays, et il faudrait qu'on puisse les consulter. Moi, je crois que le décret du chef de l'État le dit. Voilà, donc je pense que c'est une commission qui devrait aussi comprendre des membres de la diaspora. C'est très important. Et je pense d'ailleurs que ces membres de la diaspora ont souvent un autre regard qui permet d'apporter une certaine lumière que parfois on n'a pas parce qu'on est tellement englué dans les problèmes internes que finalement on n'a pas cette ouverture d'esprit qui permet d'avoir ce regard-là. Donc moi je crois que c'est une commission qui devait comprendre des membres de la diaspora aussi, et ça c'est quelque chose de très important. Merci à vous d'être venu. Merci.